Bonjour à tous. Dans ce que je crois, notre nouveau rendez-vous, une personnalité, un intellectuel, nous fait l'amitié de venir partager avec nous ses idées, ses convictions. Dans cette chronique, mon invité aborde des questions fondamentales qui éclairent notre compréhension quant à notre marche vers notre devenir commun. Aujourd'hui, dans ce que je crois, je reçois Dr Paul-Hervé Agoubli, secrétaire général du mouvement Objectif République. Bonjour docteur. Bonjour cher Germain. Et bienvenue une fois encore. Merci. Alors, je dois préciser que vous êtes chargé de cours à la faculté des lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny et vous enseignez dans le parcours littérature et civilisation française. Exactement. Alors, je dois dire que c'est vous-même qui avez choisi votre thème d'échange. Et donc, aujourd'hui, nous évoquerons ensemble une question qui, pour moi, est essentielle au regard de l'actualité, c'est la légitimité du peuple en démocratie. Première question toute simple. D'abord et avant tout, c'est qui le peuple? Oui, c'est une question, comme vous l'avez dit, essentielle, mais qui mobilise, disons, trois acceptions. La première acception, elle est d'ordre culturel. On peut entendre le peuple, c'est très difficile, je le reconnais, comme un agrégat lié par des notions d'identité, par des notions d'histoire et de parcours culturel commun. On pourrait regarder le peuple également d'un point de vue juridique et politique comme l'ensemble des citoyens dans la réalité républicaine ou dans la question de l'État. Il serait celui-là qui est le détenteur, n'est-ce pas, de la souveraineté. Donc le peuple serait celui qui détient le pouvoir en régime républicain. Et puis, on regarderait le peuple aussi, ce qui est, puisqu'on parle de démocratie, d'un point de vue, dans une acception purement sociale. À l'intérieur du peuple, il y aurait différentes catégories, donc peut-être un corps oligarchique, pardon, et puis l'ensemble des citoyens, ou enfin des individus déclassés, qui, disons, peuvent être appelés le sous-peuple, disons, les gens les plus modestes de la société. Et ce peuple-là, on va y revenir après. Ou le peuple d'en bas, comme le disait Raffarin il y a quelques années. C'est cela, le peuple d'en bas, celui-là qu'on a appelé dans la Grèce antique le démos, d'où vient effectivement le mot de démocratie. C'est pour cela que et c'est à partir de là que s'inaugurent toutes les difficultés qu'on verra par la suite. Le peuple, la démocratie. Mais il y a Michel Onfray qui, dans l'une de ses déclarations, dit que Michel Onfray, le philosophe et intellectuel français, il dit que le peuple, c'est la masse sur laquelle s'exerce le pouvoir. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est dans la logique, et on peut remonter tout le cours de l'histoire de la démocratie. C'est vraiment ça, cette discussion entre qui détient véritablement le pouvoir. Est-ce qu'il est possible de postuler la possibilité que le peuple, le corps populaire, exerce le pouvoir? Et est-ce que finalement, la démocratie n'est pas une duperie derrière laquelle se cacherait un corps oligarchique qui, dans toutes les situations, donc exerce le pouvoir? Donc c'est une question questionnante qui me regarde forcément à un certain niveau, une certaine aporie dans laquelle finalement la question de la démocratie est mise en cause. Et je peux comprendre la question de Onfray. Ouais. Alors, docteur Agoubli, cela dit, c'est quoi la légitimité du peuple en démocratie? C'est d'abord, la première légitimité, elle est notionnelle. Parce que la démocratie, si on regarde son histoire, l'histoire du concept, n'existe que parce qu'il y a le peuple. Parce qu'on a postulé dans la démocratie, Demos Kratos, que ce serait désormais le pouvoir du peuple. Et si on veut rappeler la formule d'Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. J'ai souvent tendance à dire que ce gouvernement est une incidence de ce que, étymologiquement, le mot lui-même dit et de ce que l'herméneutique, n'est-ce pas, historique, dit à propos de la démocratie. C'est que la démocratie est vraiment une sorte de démos kratos, c'est-à-dire un pouvoir arraché, conquis
par le peuple des déclassés, j'ai dit tout à l'heure, par le sous-peuple dans l'Athènes antique. Et donc, il faut la comprendre d'abord, ce point de vue-là, comme si on veut postuler la légitimité du peuple dans la démocratie, si la démocratie existe, c'est parce que, précisément, le peuple a le pouvoir. Maintenant, ça, c'est pour ce qui est de ce qu'on a appelé, notamment quelqu'un comme Moses Finlay, a appelé la démocratie du vis-à-vis et qui pose la problématique démographique dans la démocratie. Vous savez qu'à Athènes, le corps civique n'est pas aussi étendu que, par exemple, dans nos pays aujourd'hui. Vous avez des pays de 29 millions d'habitants, 30 millions, 60 millions d'habitants comme en France, plusieurs centaines de millions, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. Dans de telles configurations, une démocratie directe n'est plus possible. Dès lors, on va passer donc de la démocratie entre guillemets, du peuple en action à une forme de démocratie représentative. C'est-à-dire de la démocratie directe. Directe, on en arrive à une démocratie, disons, indirecte ou représentative. Où le peuple délègue voilà, effectivement son droit. On n'est plus dans la configuration fameuse du edox to demo, à laquelle l'Assemblée se réunissant, le peuple exerce son pouvoir directement par la formule consacrant l'arrêt de cette délibération. Dans le edox to demo, c'est le peuple qui a décidé. Or là, le peuple décide, mais à travers ses représentants, parce que dans des configurations démographiques, comme on a indiqué, il n'a plus la possibilité d'agir directement, sinon ça serait l'anarchie. Et ça pose une question. La question fondamentale que cela pose, c'est est-ce que dans le jeu de représentation, on peut toujours postuler l'existence ou la légitimité du peuple dans la démocratie? D'où est-ce que le peuple continue d'être souverain quand il a fini de déléguer son pouvoir à des représentants? Là est toute la question. D'un point de vue pratique, on pourrait penser que derrière la proclamation de la souveraineté du peuple, la réalité est que s'exerce le pouvoir, on parle de l'élite, on peut parler d'une forme d'oligarchie nouvelle. Mais en réalité, je pense que ça reste toujours de l'ordre de la proclamation, doit être accompagnée d'une forme d'éthique, n'est-ce pas, de la gouvernance, qui finit toujours, in fine, pardon de me répéter, de mettre le peuple au cœur du jeu. Parce que si on met le peuple au cœur du jeu, ça veut dire qu'on peut faire jouer deux leviers qui sont d'une part l'alternance, d'autre part la limitation des mandats, de sorte que le renouvellement, n'est-ce pas, de la classe dirigeante s'opère toujours du côté du peuple et non plus désormais, comme on le regrette de plus en plus, du côté d'une certaine élite qui accapare le pouvoir. Alors, comment expliquez-vous, au regard de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui en France, où il y a dans la rue des gens qui manifestent, alors même qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu un long débat sur la réforme des retraites. En écho à cela, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, où une réforme judiciaire est mise à mal, est contestée par une bonne partie du peuple. Donc, le peuple élit ses représentants, mais le peuple fait entendre sa différence avec ce que défendent en son nom ou ce que défendraient en son nom ses représentants. Comment comprendre cela? Oui, il y a donc postulé une crise de la démocratie, ou du moins une crise de la représentativité dans la démocratie. Quelqu'un parlerait de la contre-démocratie. Oui, mais parce qu'on en arrive, autant la démocratie directe s'est trouvée devant une crise évidente, donc pratique, autant la démocratie représentative semble se trouver devant une crise symbolique, dans laquelle le peuple ne se trouve pas suffisamment représenté ou ne voit pas ses intérêts représentés par, disons, l'élite qui gouverne. Je veux dire que cette difficulté, cette impasse, parce que quand on regarde la situation d'Israël et qu'on regarde la situation française, on pourrait se retrouver devant une forme d'impasse qui mettrait dos à dos une postulation plus élitaire du pouvoir, cependant une contestation plus populaire du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un texte de la réforme est passé à l'Assemblée nationale avec leur article 49.3. Malgré cela, la rue continue de manifester. Oui, mais parce que tous les sondages ont montré que le peuple n'était pas en adhésion par rapport à cette réforme. Et qu'est-ce qu'on répond au peuple
qui ne maîtrise pas, qui ne comprend pas les enjeux. Et c'est ce que dit Macron, Emmanuel Macron. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses représentants. Mais problème, ce peuple qui s'exprime à travers ses représentants n'est plus en phase avec ses représentants. Mais M. Macron se fait le relais d'une vieille tradition. Moi, je suis amusé des fois quand j'entends souvent certains intellectuels pointer Aristote, Platon et Socrate et tous les autres comme de fervents démocrates. Ces personnes n'ont jamais été démocrates. Parce que précisément posaient la même problématique que M. Macron aujourd'hui, à savoir que le gros du corps populaire n'est pas suffisamment instruit pour comprendre les enjeux de pouvoir. Et qu'à ce titre, il faut toujours une élite administrative, une élite philosophique mieux éclairée, mieux instruite pour comprendre les enjeux et donc mener les débats publics. Et à ce titre, il y a eu une distinction lexicologique entre la démocratie, donc le démos kratos, et puis l'oclocratie qui serait le pouvoir de la foule, quand la démocratie est le pouvoir du démos éclairé. Et je note que même en Côte d'Ivoire, de plus en plus aujourd'hui, on en arrive à de telles possibilités de distinction qui visent toujours une forme de disqualification, une forme d'apathie du peuple qui, encore une fois, ne comprendrait pas les enjeux. Mais mieux, je vais vous citer une formule, j'ai voulu mettre en discussion le propos d'Emmanuel Macron et puis le programme du RDR en 2010 et la promesse qu'il avait faite, ici en tout cas, je mets pour faire une résonance, un écho, pour voir combien ces deux postures s'opposent et combien elles disent deux choses radicalement différentes dans la discussion actuelle, mais qui est universelle. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, vous avez ce type de débat. Et donc, que dit le RDR à l'époque, en 2010 On doit préciser que c'est le projet Vivre ensemble, c'est le projet de 2010 qui était censé effectivement porter la gouvernance si le RDR, et Dieu merci, Dieu sait qu'ils ont eu le pouvoir par la suite, arrivaient au pouvoir. Un grand récit. Un grand récit. Et qui disent, donc je les cite, « Nous voulons associer toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens au renouveau de la Côte d'Ivoire, à la définition des principes qui la guideront dans ses grands choix. Car la démocratie exige, attention, l'intervention permanente du peuple dans le processus de prise de décision. » Ce que M. Macron refuse, n'est-ce pas, à la foule française. En d'autres termes, nous ne croyons pas que le rôle du citoyen se limite au choix d'un bulletin de vote glissé dans l'urne, abandonnant de ce fait et jusqu'à la prochaine élection tous ses pouvoirs à un candidat. Ils achèvent en surlignant la phrase de conclusion. Il n'y a pas de délégation absolue de la souveraineté et aucun élu ne doit s'arroger le droit de confisquer la parole au peuple. C'est très fort. C'est une réponse directe aux propos de M. Emmanuel Macron, qui lui, justement, considère l'élection comme le moment où le peuple délègue ses pouvoirs et se met en retrait. Et à partir du moment où la réforme des retraites, il l'a défendue. Avec l'article 49.3. Non, il l'a défendu déjà en campagne. Et comme il a été élu, il se sent légitime à la mettre en œuvre là maintenant. Mais M. Macron disait au soir de son élection qu'il se sentait obligé vis-à-vis du peuple français parce que son élection était une sorte de frein à la candidature ou à l'élection potentielle de Marine Le Pen. Donc, on pourrait dire que c'est une élection par défaut. Et ce n'est pas une élection par adhésion, n'est-ce pas, au programme de M. Emmanuel Macron. À partir de ce moment, je pense que dès lors, ce que les élites gouvernantes de par le monde doivent comprendre, c'est une forme d'humilité, comme les grands présidents le faisaient à l'époque, de pouvoir dire « je vous ai compris ». Quand la rue n'est pas d'accord, quand la foule, comme l'appelle M. Emmanuel Macron, n'est pas d'accord, et quand les sondages montrent que la réforme n'est pas populaire, on a vu le cas en Israël également, l'honneur du gouvernant, c'est de dire au peuple, le souverain, je vous ai compris. C'est peut-être de mettre la réforme en sommeil. Alors, voilà, c'est ce que le Premier ministre israélien a fait, oui. Mais c'est sûr qu'il va rebondir. Oui, mais parce que, encore une fois, il y a toujours une discussion qui se fait. Et bon, le jeu politique, est-ce qu'il est? On attend que les mouvements s'estompent, qu'ils baissent d'intensité. On attend toujours cela. Et puis, c'est toujours un jeu de voir si le peuple va suivre dans son mouvement, dans la force du mouvement. C'est ça qu'on attend. Mais sinon,
il y a un moment ou un autre, il faut que les réclamations soient audibles. Parce que sinon, encore une fois, la crise de la démocratie directe va rencontrer une autre crise, celle de la démocratie représentative. Très bien. Alors, on va revenir quand même à cette situation, à cette citation que vous avez prise du préambule du Vivre Ensemble, du Rassemblement des Républicains d'il y a quelques années. Là, on est en phase d'un profil type du peuple qui pourrait contribuer à mettre en œuvre cela. Oui. C'est-à-dire que, alors, de ce point de vue-là, ce profil-là, de ce peuple-là, comment se dessine-t-il? Oui, mais justement, quand vous écoutez cette citation, d'abord, pour des gens comme nous, vous êtes enchantés parce que un État démocratique dans lequel, effectivement, le peuple serait convoqué à donner son avis et où la liberté d'expression serait consacrée, quelque chose qui ne peut que nous ravir. Maintenant, en ce moment-là, se pose la question de savoir, mais quel profil de peuple? Quel peuple pour une telle démocratie? Voyez? Et je vais vous ramener à l'attitude, au réflexe que les révolutionnaires en France ont eu quand ils ont pu faire la République, donc la démocratie sous-entendue. Ce qu'ils ont compris, c'est que la révolte du peuple, de la populace... Vous voulez parler des sans-culottes? Voilà. La révolte de la populace avait donné lieu à la révolution et avait généré la République. Mais pour que la République perdure, pour qu'elle ait des chances justement de prendre racine. Et de créer un corps civique. De créer un corps civique, c'était que la révolution, à son tour, crée un peuple apte à la République, apte au débat démocratique. Et c'est le travail qui a été fait tout de suite. C'est le travail qui a été fait dès après, au moment même de la révolution. C'est-à-dire de créer une école. Et c'est même, le débat a commencé le jour même où le roi était jugé. Le procès de Louis XVI. Voilà, ouais. Donc c'est en ce moment-là qu'on a compris que pour les enjeux, n'est-ce pas, du futur de la France, il fallait élever dans le corps civique un peuple apte à la démocratie, apte à la République. Et donc, si on ramène ce débat à la Côte d'Ivoire, on se pose la question de savoir, mais on a eu quand même, on peut le postuler, 3 révolutions. Mais à quel moment on a le sentiment que les gouvernants ont compris que pour faire la démocratie, il faut élever le peuple conforme à son désir. C'est une réflexion entière que je pense que nous ne devrions pas nous priver d'avoir. Certainement que ce sera l'objet de notre prochain rendez-vous. J'en serais heureux. J'en serais heureux parce qu'il y a vraiment des traces de tout ça, mais dans l'histoire, dans la construction de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quel peuple pour la démocratie ivoirienne. Je vous remercie. Très bonne journée, docteur Paul-Hervé Agoubli. Merci.